Bonjour tout le monde et bienvenue à la deuxième édition des Agilopathes présentes. Donc aujourd'hui, c'est un retour d'expérience d'un Scrum Master. L'agilopathie, qu'est-ce que c'est? C'est l'art qui est pratiqué par les agilopathes et c'est aussi l'art de soigner les maux d'une organisation grâce à ses ressources propres. Pour cela, on propose 5 offres: du copilotage de transformation, du coaching individuel d'équipe, d'organisation, de la supervision, des conférences qui peuvent être soit sur les communautés de travail de Bois-Mondo, soit sur d'autres alternatives au système de rémunération qu'on connaît de façon plus classique, ou encore sur Montessori Extended. On propose également de la facilitation, soit en utilisant par exemple des liberating structures ou tout type d'animation, ou bien un modèle qu'on a inventé qui s'appelle les ateliers chorégraphiques et pour lequel vous pouvez retrouver le clip vidéo résultant d'un atelier chorégraphique pour les agilopathes. On propose aussi des formations à la facilitation, à la gestion de conflits, aux différents frameworks de l'agilité. Et puis, typiquement, les deux offres phares qui sont devenir agilopathe, devenir coach agilopathe et devenir manager agile avec Montessori Extended. Et puis, depuis quelques semaines maintenant, on a créé des cartes diagnostiques. Alors, je ne sais pas si vous voyez là ce que je présente, mais ça ressemble à ça. Vous allez avoir la description du contenu du jeu de cartes. Non, c'est plutôt dans ce sens-là. L'arbre de diagnostic avec les différents environnements, les différentes briques de l'environnement. Comment lire les différentes cartes, le mode d'emploi, donc ça peut être soit en groupe, soit pour une réflexion personnelle, et puis après vous avez les différentes cartes qui vous permettront de diagnostiquer votre situation. Je reviendrai dessus dans le cadre d'une vidéo spécifiquement dédiée au sujet. On a différents événements qui sont prévus en janvier. Donc, un atelier de découverte Montessori sur une journée, le 22 janvier à Paris. Tous les événements pour le moment sont prévus à Paris, la semaine du 20 janvier. Et il y a aussi deux formations. Une formation Montessori Extended qui se découpe en 3 jours, donc 20 et 21 janvier plus le 3 mars. Et une formation Devenir agilopathe qui se découpe sur 8 journées en présentiel et qui démarre le 23 janvier pour se finir le 12 octobre. Donc tout ça est étalé dans le temps avec des coachings intermédiaires. Donc si vous voulez vous inscrire, vous pouvez aller sur le site lesagilopathes.com et aller dans le menu événements, formations et publications. Ben, écoute Thierry, je vais te laisser la parole et puis tu vas pouvoir nous faire découvrir ce qui s'est passé au cours des deux dernières années. Hein. Donc, tout d'abord, bienvenue à tous, à toutes et à tous pour mon premier retour d'expérience en tant que Scrum Master. L'objectif ici sera de vous faire un retour sur ce qui s'est passé sur ces 20 mois, mais l'expérience que j'ai pu accumuler, ce que j'ai pu mettre en place pour pouvoir aider et assister une équipe en tant que Scrum Master. Donc, on va parcourir le sommaire. Je vais introduire le cas d'étude, l'objectif que je veux atteindre au travers de ce cas d'étude, identifier les parties prenantes, les personnes avec qui j'ai dû travailler, et les axes de travail que j'ai pu mettre en œuvre, les tests et les résultats, ainsi que le feedback pour voir finalement est-ce que ce que j'ai voulu faire ou le chemin que je voulais faire parcourir à cette team, est-ce que ça a été fait et parfois non sans difficulté. Alors, c'est quoi le cas d'étude? Pour présenter le contexte, on est dans une organisation qui est en pleine mutation, avec une approche qui est traditionnelle, on va dire, on est dans l'informatique avec une approche traditionnelle, un environnement basé essentiellement sur des processus utiles, avec un management qui
qui dirige des équipes, qui explique aux équipes ce qu'ils doivent faire. Et l'agilité arrive dans tout ça et on dit, ben, finalement, on va changer la donne. On va plutôt positionner pour certains qui étaient des managers en tant que product owner. La team, ben, ils seront plus là pour écouter, pour juste exécuter, mais ils vont utiliser le framework pour pouvoir être force de proposition, pour trouver par eux-mêmes les meilleures pratiques de ce qu'ils souhaitent mettre en œuvre. Et donc, exit, utile, on fait place au framework Agile. Donc, et tout ça, je vais utiliser le framework Agile, ma formation en tant que coach, en tout cas coach en devenir, pour assister la team dans cette démarche-là et indirectement l'organisation, bien sûr. Pour ça, j'avais besoin d'identifier les parties avec qui j'allais travailler. On va dire, comme je disais, hein, l'organisation change, on est en train de restructurer la boîte, et forcément, les gens vont se poser des questions. Ben, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Où est-ce qu'ils seront placés? Donc, il y a un changement qui s'opère, il faut accompagner les personnes dans ce changement-là. Donc, le framework, on n'est pas juste là pour dire, écoutez, on va exécuter des sprints, mais il y a un travail à faire en amont pour pouvoir accompagner les personnes à adhérer au framework. Donc, pour ça, il fallait identifier les parties. Donc, j'avais le PO, ou ce qu'on appelle aussi dans notre société un récipionneur. La team, les stakeholders et moi en tant que Scrum Master, donc parce que j'allais travailler sur eux, mais aussi sur moi-même. Donc, ce qui est intéressant au niveau du PO, c'est savoir que le PO, c'est un ancien manager. Donc, qui dit ancien manager dit qu'il a ses pratiques de management traditionnelles. Comment l'aider à passer de ce management traditionnel où il donnait des directives, il donnait des plans d'exécution à une team, où là, on va lui demander d'être focus sur un produit et de faire vivre son produit, d'avoir une autre relation avec la team, d'avoir une autre relation avec ses stakeholders et surtout d'avoir une vision, une roadmap de son produit, comment il compte faire vivre ce produit-là. Au niveau de la team, pareil, comment faire évoluer une team qui a l'habitude d'avoir, on va dire, des tâches pas clairement définies, mais globalement, le cadre est défini, à une team où on leur demande de proposer des choses et de définir par eux-mêmes comment ils vont faire en sorte de produire correctement jusqu'à être à un niveau d'autonomie suffisant pour être en self-organisation. Au niveau du stakeholder, les stakeholders, c'est lorsqu'on est dans une entreprise, on va dire, à cette taille-là, parce que c'est une grosse entreprise, en général, les clients, les stakeholders, ils arrivent, ils disent, nous, on a besoin de tel service. Donc, comme on est dans la branche informatique, en général, l'informatique fait en sorte de produire. Là, on va essayer de changer l'approche avec les stakeholders. On va pas seulement leur dire, on va pas seulement dire que ce que vous voulez, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider et avoir une autre approche de l'informatique, une autre approche de la production, travailler différemment. Et bien sûr, moi, en tant que Scrum Master, sortir de mon ancien monde aussi et aller vers quelque chose qui est nouveau. Pourquoi sortir de mon ancien monde? Parce que j'étais aussi un ancien manager où on gérait la production de deuxième niveau. Et donc, ça veut dire, j'avais aussi l'habitude
pas l'habitude forcément, mais en tout cas, je donnais des directives. Et là, je donne plus les directives, mais je vais aider les gens à trouver par eux-mêmes ce qu'ils doivent faire au mieux pour pouvoir produire et se sentir à l'aise, créer un environnement bienveillant et développer au maximum l'empathie vis-à-vis de ces gens-là de manière à ce qu'ils puissent évoluer sainement. Et pour tout ça, je vais m'appuyer aussi tout au long de cette présentation, hein, je vais m'appuyer sur le manifeste Agile, sur tous les outils qui sont mis à disposition pour y parvenir. Thierry, Donc, oui. Je me permets juste de t'interrompre une seconde pour te poser une petite question. Tu parlais d'une équipe de 8 personnes, si j'ai bien entendu. Oui. C'est quoi le niveau de maturité dans le monde du travail de ces personnes? C'est des gens qui bossent depuis 15 ans, 20 ans, 5 ans? C'est des gens qui sont ancrés dans l'entreprise depuis longtemps ou pas? C'est quel type de public tu as eu à Alors, coacher justement? c'est des gens qui ont, pour certains, une bonne dizaine d'années, pour d'autres, pas loin de 15 ans dans la société. D'accord. Donc, ils connaissent la société et ils sont ancrés dans les routines même de la société. D'accord. Voilà. Et deuxième question, c'est des gens que tu manageais à l'ancienne méthode avant ou c'est d'autres équipes, d'autres personnes? Ce sont d'autres personnes. Ce ne sont D'accord, plus. la Voilà. transition du coup a dû être plus. Ok, super. Voilà. Merci pour ces réponses, Thierry. Thierry, Oui. moi aussi j'ai une question. En fait, c'est quand pour le PO, tu dis que ton rôle, c'est de l'amener à exprimer ses besoins plutôt que de dire ce qu'il convient de faire. Mhm. Qu'est-ce que tu mets comme différence, toi, entre exprimer ses besoins et dire ce qu'il convient de faire? Bah, alors, l'idée, quand je dis exprimer ses besoins, c'est lorsqu'un le PO, le rôle du PO, d'avoir un produit de qualité qu'il va proposer à ses stakeholders. Donc, ça veut dire qu'il aura des échanges avec ses stakeholders pour savoir qu'est-ce que le client a besoin. Et donc, il va traduire ces besoins-là auprès d'une team qui va l'aider à construire, mais il n'est pas là pour dire comment ils doivent faire, quel outil qu'ils doivent faire, utiliser pour y arriver. Donc l'idée, c'est vraiment de dire, il fait une demande et la team réfléchit pour savoir comment produire cette demande-là en sortie. D'accord. Ok. Sur le slide précédent, je vais présenter les différents les acteurs avec qui travailler. L'idée ici, c'est faire une sorte de cinématique pour montrer, on va passer en détail après, hein, l'idée c'est dire, voilà entre guillemets ma roadmap, dire que j'ai un PO, j'ai des team members, j'ai des stakeholders, et moi en tant que coach, donc je vais travailler sur ces 4 axes-là. D'abord, je vais commencer par le PO, parce que l'idée, c'est de dire, si j'arrive à focuser le PO sur son produit, je vais avoir, en tout cas, moi, ainsi que la team, idem pour les stakeholders, on va avoir en sortie un produit de qualité puisqu'il va travailler sur son backlog produit pour pouvoir identifier et traduire les besoins de son client. Puisque l'idée, c'est de dire, je me focus sur le produit, je crée des interactions avec mes stakeholders qui sont à l'écoute. Au début, c'est pas évident puisque on n'a pas l'habitude de travailler comme ça. Donc, il faut amener le stakeholder à travailler, à échanger avec le PO. Si ça marche, ben, ça veut dire qu'au final, pas tout à fait, mais en tout cas, le backlog produit va évoluer, il va répondre aux besoins du client et donc la satisfaction du client risque d'augmenter. En tout cas, c'est ce que j'espère. Créer un lien entre le PO et la team parce que le lien qu'on va créer, c'est plus un lien hiérarchique, mais plutôt un lien pour arriver à trouver le bon rythme, à trouver comment travailler ensemble, à trouver l'intérêt du client et de manière à ce que le produit puisse répondre aux besoins. Et aussi, je vais travailler sur la team
parce qu'on a des personnes qui arrivent de différentes équipes. Ils se connaissent parce que ça fait longtemps qu'ils sont dans la boîte, mais ils n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Comment faire en sorte qu'ils travaillent ensemble, toujours au travers des outils qui sont proposés par l'agilité, et les amener petit à petit à changer de mindset, à rentrer dans le framework jusqu'à atteindre, si possible, en tout cas c'est le but, l'auto-organisation, faire en sorte, toujours en travaillant sur le PO, que, et la relation client avec le stakeholder, que le produit, le stakeholder va voir en sortie, son produit, il avance, il y a des retours réguliers, ce qui fait que les stakeholders, du coup, ils se sentent intéressés par ce produit-là, donc ils vont manifester cet intérêt en venant assister le plus possible aux reviews, parce qu'ils ont un intérêt et ils voient les choses avancer. Moi, en tant que coach, ou Scrum Master, mon objectif, c'est de me focuser, comme je disais avant, sur le PO et la team, afin de les amener vers, vers ce changement-là, changement d'organisation, vers ce changement de mindset aussi, le fait d'adhérer au framework. Donc, le tout, en sortie, c'est d'arriver à avoir du win-win partout. Du win pour le stakeholder, pour le PO, pour la team member, et ainsi que pour moi, parce qu'au moins, je pourrais dire, écoutez, j'ai réussi mon challenge. C'est Donc, pour ça, il y aura plusieurs étapes. Je vais commencer par le PO, puisque pour moi, comme j'ai dit, c'était un élément important. Il fallait focuser sur le PO, de manière à l'attirer sur et à l'aider à se positionner sur son rôle de PO. Donc, pour ça, je me suis dit, tiens, il faut arriver à mettre des objectifs. Des objectifs que je me fixe, c'est arriver à avoir 2 sprints d'avance. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a commencé les premiers refinements, les premières séances de grooming, on arrivait, c'était pas le sprint n'était pas tout à fait bouclé. On se posait la question, ou la team se posait la question, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Et si on fait ça, le sprint d'après, qu'est-ce qu'on a? Il n'y avait pas une bonne visibilité. Donc avoir au moins 2 sprints d'avance, avoir une roadmap qui donne de la visibilité autant aux clients, mais aussi à la team. Donc, et ce que j'attends en sortie, donc ce sont ces étapes-là, avoir de la visibilité pour la team, faciliter une construction dynamique de groupe, parce que du coup, si j'ai des sprints, si j'ai une roadmap, ils vont pouvoir discuter ensemble, ils vont chercher à travailler ensemble, ils vont chercher à s'améliorer là-dessus, et donc moi, j'aurai de quoi créer des ateliers avec eux. Donc l'idée c'est ça, c'est je dis tiens, si j'appuie sur un bouton, on va lancer la machine et on va voir est-ce que je vais atteindre ces objectifs-là. Pas encore tout à fait sûr, mais on essaie, on appuie sur des boutons. Au niveau donc après l'autre étape, parce que ça se fait par à-coup, comme on a vu sur la roadmap. Un coup, j'ai agi sur le PO, un coup, je vais agir sur la team, un autre coup, je vais réagir sur les deux, un coup, je vais agir que sur le PO, mais l'idée, c'est d'avancer par étapes pour voir chaque fois que j'appuie sur quelque chose, qu'est-ce que ça donne en sortie, est-ce qu'on est bon ou pas. Donc, pareil, ce que je disais concernant la team, ils se connaissent, mais ils n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, ils n'ont pas l'habitude de se dire clairement ce qu'ils pensent en tout cas. Donc, pour éviter que ça dérape, je me suis dit, tiens, quand j'ai découvert la CNV, lors de mes formations de coach, j'ai dit, tiens, pourquoi ne pas mettre une petite couche de vernis à la team là-dessus, de manière à leur expliquer ce que c'est, ce qui va me permettre d'introduire avec eux plus facilement cet environnement bienveillant, le fait qu'ils communiquent ensemble, qu'ils sachent se parler, qu'ils enlèvent, comme disait Rosenberg, les oreilles de chacal, mais plutôt mettre à la place des oreilles de girafe, donc écoutez l'autre. Donc toujours avec, dans l'intention d'arriver
à cet environnement où la team, ils vont se sentir un peu plus libérés, ils vont pouvoir s'exprimer entre eux, mais aussi avec le PO, parce que l'idée, c'est de faire comprendre aussi au PO qu'il est PO, mais qu'il n'est pas manager. Donc, sans rentrer dans des conflits. Donc, comment lui expliquer, OK, on a un boulot à faire, comment on va le faire? C'est pas vous faites ci, vous faites ça, parce que sinon, ça fait du management, micromanagement, et on retombe dans les travers de l'ancienne organisation. Donc, tout ça, c'était pour éviter tout ça et libérer un peu la parole au sein de la team. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que ça veut dire CNV, s'il te plaît? C'est la communication non violente. L'idée, c'est de dire, dans une situation, donner mettre des sentiments, exposer le problème, dire ce qu'on ressent et dire l'impact que ça peut avoir sur nous et essayer de trouver une porte de sortie en faisant une demande de manière à ce que ça soit clair pour la personne qui est en face. Est-ce que ça peut être assimilé à une forme de manipulation? Je dirais que non. Si on prend la CNV pour faire de la manipulation, c'est pas le but recherché. Là, c'est pour non, c'est pas de la. Faut pas associer ça à de la manipulation. Surtout pas. Comment tu l'as utilisé, toi, concrètement? Tu peux nous raconter un peu comment tu l'as introduit dans l'équipe? Alors, comment j'ai introduit, c'est pendant les séances de refinement. C'est-à-dire que on arrivait et on avait un sprint qui était pas forcément bien ficelé. Et j'ai ressenti au niveau de la team une sorte d'agacement où ils arrivaient, on re-refinait le sprint qui était en cours parce qu'on n'avait pas grand-chose à refiner pour le prochain. Et lorsqu'on attaquait le prochain, bah, c'était vite fait, hein, on va dire, dans le sprint d'après, on avait globalement des livraisons qui sont programmées par la R&D. Et donc, ce n'est pas un refinement à faire puisque c'est écrit, il faut le faire. Donc, on ne va pas refiner une livraison pour dire ça va prendre 2 points, 3 points. Là. Donc, il y avait une sorte d'agacement. Donc, à partir de là, j'ai fait un petit atelier avec l'équipe pour essayer de leur faire, d'identifier est-ce que j'avais raison, enfin, en tout cas, est-ce que c'était vrai ou faux, est-ce que je percevais vraiment ce qui n'était pas dit. Et donc, après, une fois qu'on a pu identifier ce qui agaçait la team, c'est-à-dire c'est le fait de perdre du temps dans des refinements, le fait de ne pas avoir de matière à essayer pour pouvoir se projeter dans la team, en tout cas dans ce produit, dans la vie de cette récipe. Donc, on s'est dit, il faudrait peut-être qu'on fasse un retour au PO. Et on a organisé ce retour au PO et en donnant la parole à la team de manière à ce qu'ils puissent l'expliquer, l'exposer et voir qu'est-ce qui faisait que le PO ne pouvait pas préparer ses sprints ou préparer en tout cas, identifier plus clairement ses user stories un peu à l'avance de manière à avoir de quoi travailler. Voilà. Donc l'enjeu, c'était de permettre à l'équipe d'exprimer clairement au PO que ça les embêtait fortement qu'ils ne préparent pas un peu plus à l'avance, c'est ça? Mais il fallait qu'ils le présentent eux-mêmes et d'une façon qui ne choque pas le PO, c'est ça? Voilà. Moi, j'ai une petite question, Thierry. Pour toi, est-ce qu'il y a un lien entre auto-organisation et communication non violente fort? C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre ou pas? Ou est-ce que tu t'es appuyé de l'un pour essayer d'aller vers l'autre Alors, je pense que pour moi, en tout cas dans l'approche que j'ai mis en place pour le produit sur la récipe, les deux étaient liés
Parce que une équipe auto-organisée, ils vont travailler ensemble, ils vont faire leur truc, mais par contre, ils ont besoin de communiquer. Ils ont besoin de communiquer entre eux et ils ont besoin de communiquer avec les autres. Ils ont besoin de communiquer avec le PO, ils ont besoin de communiquer enfin, ils ont besoin de communiquer. La communication, c'est la base pour moi. S'il n'y a pas de communication, ou du moins si la communication est mal faite, on n'arrivera pas à avancer. Et du coup, tu recommandes la communication non violente à chaque membre de l'équipe. C'est pas uniquement le Scrum Master où chaque personne devrait étudier un petit peu ça pour mieux Oui, travailler ensemble, comme tu le dis. oui. D'accord, ok. Et même, je dirais même interrécipi. Ouais, ouais, d'accord. Voilà. En fait, ça devrait être quelque chose qui devrait être étudié par tout le monde, quoi, si je comprends bien. Oui. Merci. Ok. Donc, comme je disais avant, je me suis focusé sur le PO, je me suis focusé sur la team. On commence à installer des outils pour faire en sorte qu'il y ait une communication, qu'il y ait de l'échange. Mais c'est pas tout. Maintenant, il faut aussi utiliser des outils pratiques pour comment travailler. Par exemple, ici, l'idée, c'était de dire, si on arrive à avoir des user stories, est-ce que ces user stories-là sont réalisables? Est-ce qu'ils sont bien définis? C'est bien calibré pour être réalisé dans un sprint? Et donc, pour ça, il fallait donner des outils à la team pour dire, ben voilà, le poker planning existe. Et à quoi ça sert? Ça sert à peser, mais pas que. Ça sert aussi à libérer la parole au sein de la team. À partir de là, ils vont communiquer, ils vont échanger, ils vont dire, ben tiens, par rapport à telle demande, ça ne peut pas se faire en un sprint, on a besoin ou ça ne peut pas se faire en une seule user story parce qu'il faut le splitter. Et puis si ça ne peut pas se faire en un sprint, eh ben, on a d'autres outils. Il faut utiliser peut-être l'impact mapping, découper le process, regarder à l'intérieur comment c'est fait, de manière à ce que on puisse dire clairement au PO, ben, du coup, cette demande-là ne peut être réalisée que si on passe par ces étapes-là. Ou pour faire cette demande-là, bon, on a identifié qu'on avait besoin de tels skills qu'on n'a pas encore. Donc, ce sont des outils qui vont permettre à la team et aussi au PO de communiquer, de trouver ce bon niveau d'ajustement pour avancer. OK? Maintenant, l'idée, c'était de dire, je me focus sur la relation entre le PO et la team, puisque j'arrive à faire travailler le PO et le stakeholder plutôt. Parce que j'arrive à faire travailler, en tout cas, on a lancé la mécanique pour faire travailler le PO et la team, faire prendre conscience au PO qu'il est PO, faire prendre conscience à la team, ben, vous êtes il faut plutôt aller vers une équipe auto-organisée. Et que vous pouvez prendre. Bon, maintenant, comment on fait avec les stakeholders? Comment on peut commencer à travailler avec les stakeholders pour être sûr qu'ils ont été entendus et qu'on va sortir un produit qui est ce qui est attendu? Pas l'exemple du genre, j'ai demandé un pont et on me dit venez dans 2 ans et on regarde est-ce que ça correspond à ce qui a été écrit sur le. Donc là, c'est créer une relation, provoquer une relation entre le PO et les stakeholders de manière à s'assurer que les user stories, ou en tout cas les demandes du PO, répondent bien à ce qui a été exposé par le client et pas juste une demande de PO qui dit ben tiens, je voudrais faire ça. Parce que l'idée, c'est au final, la team doit présenter quelque chose. Donc, on ne va pas le présenter au PO, on va le présenter à un client. Donc, il fallait bien aller chercher cette information auprès du client. Donc,
Au début, c'était pas évident parce que les stakeholders, ils n'ont pas l'habitude de travailler comme ça, donc ils n'ont pas beaucoup d'idées. Le PO, il n'a pas l'habitude forcément de travailler comme ça. Donc l'idée, c'est de dire, on les amène petit à petit à travailler ensemble et à trouver des idées, de manière à ce que tout ça se traduit en du win-win pour chacun, pour le client, pour le PO, pour la team, puisque tout le monde est intéressé et focusé sur le produit. Bon, au final, ça doit donner quelque chose de positif. Ramener les stakeholders à être plus présents à nos reviews, avoir un retour terrain positif ou pas, mais qui va dire à l'équipe oui, vous avez bien bossé, ou c'était moyen. Et au moins là, ils ont de quoi ils ont une matière pour dire est-ce qu'ils sont ou pas sur la bonne voie. Et bien sûr, pour moi, en tant que Scrum Master, ça me permet de dire j'ai bien trouvé les bons boutons et ça permet aussi de valider le framework, que ça fonctionne et voilà. J'avance? Non, je suis curieuse de savoir comment tu t'y es prise concrètement pour que les stakeholders viennent plus nombreux, de plus en plus nombreux au C'est review. exactement la question que j'allais poser. Oui, on veut tous savoir. Le secret, le secret. On voit après au niveau des résultats? Ou la question c'est ici? Bon, on attend, on attend. Donc, comme je disais, le travail que je dois ou que je devais réaliser, que ce soit avec le PO ou la team, ça se faisait pas en un coup. Donc, ça veut dire qu'il fallait de temps en temps aller seulement sur le PO, de temps en temps aller seulement sur la team, sur les deux. Et donc là, typiquement, c'était aussi d'autres, en fonction des difficultés, entre guillemets, des impediments que j'allais rencontrer ou que je trouvais que l'équipe rencontrait, c'était de leur donner les outils pour dire, OK, on a mis en place une communication pour essayer de créer un lien. On a donné les outils pour qu'ils puissent travailler au travers du poker planning, l'impact mapping, tout ça, et puis les ateliers, tous les ateliers qu'on peut avoir, les rétros, tout ce qui peut en ressortir. Il fallait quand même rappeler régulièrement que le framework, c'est empirique. Il faut le tester. Il faut pas, tout n'est pas acquis. Donc régulièrement, il faut aller, il faut essayer, il faut tester. On se plante, c'est pas grave. Il faut les encourager, il faut les motiver. Créer cet environnement qui convient pour dire à la team, bon, c'est pas grave, c'est planté, on a appris de l'expérience, voilà. Donc à partir de ça, j'ai fait ça avec quelques jeux ludiques que j'ai mis en place, notamment la fabrique de chocolat. Merci, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai pas arrêté de le repasser. La vidéo, je ne sais pas si vous connaissez avec le vélo où tout est câblé à l'envers. Donc on tourne à gauche, ça part à droite. C'est pour montrer la difficulté à changer de mindset. Donc, tout ça, c'était aussi pour expliquer au PO, dans certains cas, il y a des résultats qu'il va pas les avoir tout de suite. Hein. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi donner du temps à la team pour qu'ils puissent travailler. Il faut donner les outils à la team. Alors, moi, c'était aussi de donner les informations à la team pour qu'ils apprennent aussi à négocier avec le PO, ce qu'ils savaient faire, ce qu'ils pouvaient faire, le délai, est-ce que c'était bon ou pas? Puisqu'au final, si on arrive à négocier et tout le monde arrive à sortir gagnant-gagnant, c'est topissime. Au lieu d'avoir juste un PO qui pousse des sprints en disant, ben voilà, j'ai mis mon sprint, c'est ça, il y a 150 points à faire, alors qu'on sait qu'on ne va pas forcément faire ces 150 points, on va pouvoir en faire que 120, ben, disons clairement les choses, on va pouvoir faire que 120. Est-ce qu'il y a des choses à négocier? Thierry, excuse-moi, c'est quoi les outils pour négocier? Parce que tu as dit que tu leur donnais les outils pour négocier. C'est toujours les outils pour négocier, ça passe déjà par la communication.
C'est important d'avoir des échanges clairs avec le PO. Le fait de dire si on sait qu'on va pas on sait qu'on va pas y arriver, on sait qu'on a des difficultés, c'est pas accepter la demande telle quelle et dire on verra au bout de 15 jours est-ce qu'on va y arriver ou pas. C'est tout de suite essayer de voir dans la demande, est-ce qu'il y a des choses qui sont prioritaires? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas négociables d'un point de vue PO? Est-ce qu'il y en a d'autres qui le sont? Et s'il y a des choses qui le sont, ben, est-ce qu'on peut trouver un arrangement, soit les décalant, les machins, en disant ben, si ça c'est si ça il faut absolument le sortir, ben, sur les 150 points, ben, on va peut-être en virer. Comme ça va nous donner un peu plus de temps et on sera sûr qu'on sortira ce qui est attendu par le PO et par le stakeholder en priorité. Donc, c'est arriver à trouver cet équilibre-là. Et concrètement, ça voulait dire que tu faisais de la facilitation pour aider à arbitrer ces types de choses. Ça passe aussi via le poker planning que tu nous présentais tout à l'heure, c'est ça? Et moi, j'ai une petite question au niveau de l'arbitrage, justement. Moi, c'est plus au niveau carrément de l'organisation de base. Tu nous expliquais, tu nous parlais de user story. Les user stories, c'est le PO qui les définit ou c'est l'équipe qui les définit au sein de… C'est le PO. C'est le PO, d'accord. Oui. C'est les équipes qui prennent après. Oui. D'accord. Donc, c'est lui qui définit quand même le travail des autres, si j'ose dire. Oui. Okay. Ça veut dire quoi, oui, définir en fait? Du coup, là ça devient… pour moi, ce n'était pas clair. En fait, qu'est-ce que tu entends par définir une user story? La user story, le PO va dire, moi, j'ai besoin par exemple, qu'on me change, je sais pas si c'est technique, mais qu'on me change l'ensemble des serveurs de tel environnement pour ce sprint-là. Donc, c'est la user story, c'est la demande. Mm-hmm. Comment l'équipe va s'organiser pour le faire? Ça, c'est une fois qu'il y a une personne qui va prendre cette user story-là et qui va définir les tâches à l'intérieur, les différentes étapes qu'il va faire pour y arriver. D'accord. Et le moyen d'y arriver, du coup, il est défini quand même. C'est là où j'ai du mal à voir. En fait, la finalité de toutes les user stories, c'est les stakeholders, si j'ai bien compris le raisonnement. Pas forcément c'est pas que des stakeholders. Les stakeholders ne font pas de user story. Hein. Oui, bien sûr, je parle plus de la vision globale des livrables sur plusieurs mois. Mais du coup, moi, je t'avoue, ce qui m'étonne un peu, c'est pour moi, c'est user story. Donc, ça serait plus à l'équipe de les faire et les définir. Mais est-ce que peut-être je comprends mal le framework ou c'est peut-être aussi ça? Dans l'approche qu'ils ont, c'est dans l'approche au niveau de la recipe, ce qu'on appelle les user stories, le PO va dire dans sa user story, va exprimer le besoin. D'accord. Et après, le moyen d'y arriver sera défini par l'équipe au travers des tâches au sein de la user story, c'est ça? Au sein de la user story. Ok, d'accord. J'avais besoin de ce découpage pour mieux comprendre. Si la demande qui est traduite dans la user story est trop grosse, l'idée c'est qu'ils expriment en disant on ne peut pas migrer, en l'occurrence, tous les serveurs de cette offre-là pour un sprint parce qu'il y a trop de tâches et on ne pourra pas les faire. Donc, à ce moment-là, ils vont demander au PO de le splitter en 2 ou en 3 en fonction parce qu'il peut avoir des interdépendances avec d'autres teams, avec des délais qui peuvent être plus ou moins longs. Donc, ils vont demander à ce que ça soit splitté. C'est là où la communication avec le PO et la communication et la négo. On revient sur la… Ok, parfait. À un moment dans la vie de la recipe, on a été confronté à l'intégration de nouveaux membres et qui arrivaient avec leur activité aussi. Et donc, ça vient un peu perturber le rythme qu'avait déjà la team.
parce que c'est pas juste des personnes qui viennent pour aider sur un produit, ils viennent aussi avec d'autres produits que les autres membres de la team doivent aussi assimiler. Donc forcément, ça a un impact sur la team en termes de motivation, comment on doit faire pour les faire travailler ensemble. Donc pareil, et là, j'ai dû créer des ateliers pour ce qu'on appelle l'équivalent d'un sprint zéro, pour intégrer ces nouveaux membres, redéfinir avec le PO sa roadmap, sa vision, ses produits, de manière à pouvoir identifier comment on allait relancer, en tout cas, l'esprit d'équipe, cet environnement bienveillant avec de nouveaux membres. Donc, voilà. Donc, je vais avancer. Après, s'il y a des questions, n'hésitez pas, parce que comme j'ai pas beaucoup de temps. Donc là, on arrive sur la partie, sur les résultats. Ben, les résultats, c'était pas toujours évident, mais globalement, on avait 2 sprints. Et accessoirement, parfois, ça pouvait arriver jusqu'à 3 sprints d'avance. Donc, ce qui faisait que la team, ils étaient beaucoup plus mobilisés sur leur récipient. Ça permettait aussi de se projeter et pouvoir identifier en fonction des sprints qui étaient déjà préparés en avance, à quel moment on pouvait faire intervenir tel ou tel stakeholder parce que ça répondait à un besoin spécifique d'un stakeholder. Il n'avait pas besoin d'assister à l'ensemble des sprints, il venait quand c'était son tour. C'était un peu ça l'idée. Après, s'il voulait venir à chaque fois, il n'y avait pas de problème. Mais au moins, il venait. Il savait qu'à ce sprint-là, il avait quelque chose qui l'intéressait. Ça, c'était ma réponse, c'est ça? La réponse aux questions de Raphaël Ce qui était super intéressant aussi, du coup, on a pu, en tout cas moi, je notais la présence des stakeholders et ça permettait de voir. Et à chaque rétro, ce qui était aussi intéressant, c'est qu'à chaque rétro, quand on avait des stakeholders qui étaient présents, à chaque rétro, pour la team, c'était quelque chose de vraiment intéressant, de vraiment motivant. Parce qu'ils avaient le sentiment, ils avaient présenté quelque chose, ils ne l'avaient pas présenté dans le vide, ils ne l'avaient pas juste présenté au PO, ils l'avaient présenté à des stakeholders, aux clients. Et donc, ce qui était aussi intéressant, c'est qu'il y avait d'autres, alors il y avait les stakeholders en dehors de notre organisation qui venaient, mais il y avait des stakeholders qui étaient dans notre organisation. Alors, quand on dit organisation, on est découpé par département, pour la partie informatique, la partie business, client pur. Et donc, ça les intéressait, puisque du coup, on va voir plus loin qu'il y avait des PO qui commençaient à lancer ou qui voulaient, en tout cas, il y avait quelque chose qui commençait à apparaître. Comment lancer des interactions entre PO, parce que la team a découvert telle fonctionnalité, est-ce que vous ne pouvez pas venir nous présenter cette fonctionnalité-là, de manière à ce qu'ils ne réinventent pas le fil à couper le beurre, si je peux utiliser cette expression. Au niveau de la team, avec tous les outils qu'on a, et aussi du héros, du PO, tous les outils que j'ai pu mettre en place pour booster cette dynamique, au travers du poker planning, au travers pour les refinements, au travers de l'impact mapping, au travers de tous ces outils-là, ça a permis de revoir, de redynamiser la courbe de la vélocité de la team. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voyait bien que c'était en dents de scie, les mecs qui faisaient des choses. Un coup, on a réussi à faire 100 points, d'autres coups, on n'a pas réussi. Comme je disais, parce que le plus souvent, on avait beaucoup de demandes c'était des demandes dites standards, et ces demandes-là, on ne pouvait pas y échapper. Et donc, le fait, ce que j'avais proposé à la team, c'est de dire, puisque avant, juste pour faire un petit feedback,
une bonne partie de ces différentes actions étaient sur une seule ligne. Donc, ils n'avaient pas forcément de visibilité. On voyait juste une courbe. L'idée là, c'était de dire, on va découper cette courbe par tâche, ou du moins par type d'action. Pour ce qui relève des demandes d'amélioration du produit, donc c'est là où ça apporte, qu'il y a de l'intérêt pour l'équipe, ils vont sortir de leur train-train, de leur quotidien. On va avoir une courbe spécifique pour suivre cette amélioration-là. Donc, du coup, on voit bien que la courbe, il descendait, il remontait. Et puis, une fois qu'on avait mis en place tous les outils, travaillé avec eux sur cet intérêt-là, chaque courbe avait une dynamique qui était complètement différente. Donc, plutôt, ça montait et c'était plus en dents de scie. Par rapport à ça, ça permettait aussi à la team de mieux anticiper sur le tableau de compétences aussi. C'était très intéressant pour dire avec le PO, voilà, si on doit faire ça, ben, il faut qu'on commence à s'organiser pour acquérir tel type de compétences. Si on doit faire ça, ben, on a besoin de temps mort au sein de l'équipe pour pouvoir travailler entre nous et expérimenter. Donc là, on fait plus des tâches pour pouvoir produire quelque chose pour le stakeholder, mais on a besoin d'expérimenter, de se préparer à. Donc, pour ça, on avait mis en place tous les mercredis après-midi, par exemple, c'était leur après-midi, ils faisaient ce qu'ils voulaient. C'était leur après-midi d'expérience. Ils avaient envie de prendre de la compétence sur un outil Jenkins, ben, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et il était hors de question que le PO aille les déranger sur cette période-là. Autre outil que j'ai expérimenté aussi, l'idée c'était pouvoir, est-ce qu'au travers de l'ensemble de ces actions-là, que ça avait un intérêt positif pour l'équipe, c'était de mesurer le taux d'engagement, la motivation de la team. Et je faisais ce tour de table, soit avant chaque grooming, séance de refinement, mais généralement après chaque sprint. L'idée, c'était pour qu'ils puissent exprimer leur état par rapport au sprint, et ça relançait le débat, savoir est-ce qu'on était bien ou pas sous la bonne tendance par rapport à toute l'organisation qu'on mettait en place. En conclusion, ce que je peux dire, c'est par rapport à tout ce qui a été fait là, tout ce que j'ai pu faire avec l'aide de cette team, du coup, j'ai beaucoup appris personnellement. Je pense que j'ai beaucoup appris. J'ai changé aussi ma façon de voir le travail collaboratif, parce que on n'est pas habitué forcément à travailler comme ça. Et le framework, ce que j'ai trouvé, c'est un framework qui est assez léger, c'est facile à mettre en place. Les 3 piliers, c'est des choses qui sont peut-être basiques, mais c'est ce qui est la base pour être sûr d'y arriver. Parce que si on n'inspecte pas, si on n'adapte pas, qu'on trouve des erreurs, si on n'est pas transparent, c'est-à-dire la communication, l'échange, tout ça, il y a forcément des choses qui vont nous échapper. Donc, le côté, il y a encore du travail à faire. On ne dit pas que tout n'est pas fini, mais le PO, il s'expose un peu plus, contrairement à avant. La team va chercher, ils veulent s'exposer plus vis-à-vis des stakeholders. Donc, on sort de l'approche vivant heureux, vivant caché, mais on veut aller se confronter à la réalité un peu plus là-dessus, ce qui est génial. Mes petites graines que j'ai semées, du coup, il y a plusieurs toutes ces expériences-là, on commence à récupérer, à récolter, à avoir de retours positifs. Hormis ça,
d'un point de vue plus personnel, j'essaie d'améliorer mon approche, le framework, mes connaissances autour de ce framework, soit en suivant des tutos sur YouTube, des personnalités qui posent souvent des vidéos. J'ai pas beaucoup de l'expérience pour aller consulter directement dans des ateliers en dehors, mais bon, c'est des outils qui existent, donc ça aussi c'est super intéressant. Je participe au sein de l'organisation avec d'autres membres, d'autres Scrum Masters, pour essayer d'apporter notre point de vue en tant qu'agilopathe, en tant que Scrum Master et coach en devenir pour aider au changement, parce que cette boîte, c'est un super labo, parce qu'il y a plein de choses qui sont pas forcément bien câblées. Et donc, si on peut agir dessus pour les faire bouger et jouer avec pour faire pour augmenter nos compétences, c'est très intéressant, tout ça. Et puis, bon, j'ai des retours assez intéressants de d'autres récipients ou de d'autres product owners ou ce qu'on appelle des chapter leaders, c'est des responsables, des managers qui viennent me voir parfois pour me poser des questions sur comment ils pourraient organiser des petits ateliers au niveau de leur team. Alors, je propose mon aide quand ils veulent. L'idée, c'est pas d'imposer l'aide, c'est s'ils veulent, je veux bien. Voilà. Donc ça, c'est typiquement des petits ateliers que j'ai pu mettre en place et exercer au sein de l'équipe de la société, mais aussi dans l'équipe. Merci beaucoup Thierry. Moi, je voudrais juste faire une petite remarque sur justement la transformation de Thierry. C'est ça qui est assez impressionnant parce que justement, il part lui-même d'un management et d'une posture de manager à l'ancienne assez directive. Et ça doit être assez. Le travail sur toi-même pour changer ta posture a dû être assez. Ça n'a pas dû se faire uniquement dans le bonheur, on va dire, pour être plutôt gentil. Donc bravo pour ça, Thierry. Félicitations. À ce sujet, en fait, moi justement, tu dis que tu as beaucoup changé ta façon de travailler. Et en fait, moi j'aimerais bien savoir, est-ce que tu peux nous donner un exemple, par exemple, qui est représentatif de ta façon de travailler d'avant et de maintenant? Comment je travaillais avant? Pour exprimer comment tu as changé. Avant, alors, après. Ouais. Alors, avant, par exemple, avant, quand on avait un travail à produire. Alors, pour résumer, qu'est-ce que mon rôle, c'était, on a les clients externes, ils appelaient la helpline, le service desk, pour un incident, pour déclarer un incident, et tout ce que ce service ne savait pas traiter, ça arrivait dans ma team, dans un deuxième niveau. Et donc, on devait apporter des réponses très rapidement. On avait des taux de satisfaction à atteindre. C'était 95% des incidents doivent être traités dans l'heure. Donc, il y avait des chiffres, il y avait des indicateurs. Allô? Oui, en fait, je te demande ton rôle plutôt. Comment toi, J'arrive. Donc, il y avait des indicateurs. Et pour respecter ces indicateurs-là, j'avais tendance à mettre la pression au niveau de l'équipe en disant, voilà les indicateurs, c'est ça, et on ne peut pas y échapper. Et je ne demandais pas à l'équipe, est-ce qu'il fallait revoir ces indicateurs-là? Est-ce qu'on pouvait les atteindre? En tout cas, est-ce qu'ils pouvaient les respecter? C'est qu'il fallait les respecter. Okay. Là, je passe dans un autre monde. Je ne dis pas à la team, vous devez faire les user stories. Débrouillez-vous, vous faites comme vous voulez. Moi, je ne suis pas là pour vous dire si vous devez les sortir au prochain sprint. Si vous y arrivez, super. En tout cas, moi, l'idée, c'est de les accompagner au niveau du framework, leur faire comprendre l'intérêt de tout ça et comment ils peuvent organiser leur travail.
Mais s'ils sortent rien lors de la présentation, c'est eux qui vont être exposés, c'est eux qui vont voir avec le stakeholder, qui vont avoir le ressenti du stakeholder. Là, ils vont dire, tiens, il va peut-être falloir qu'on s'organise différemment parce que là, on a pris un coup de chaud. C'est pas moi qui dis, écoutez, les gars, il faut faire, quoi. Donc, c'est deux approches qui est complètement différentes. Là où je vais plutôt les aider à grandir. Alors, avant, c'est pas que je les aidais pas à grandir, mais j'avais des impératifs, des objectifs. Voilà. J'ai l'impression que le mot que tu cherches, c'est responsabiliser, en fait. Tu les as responsabilisés plutôt que de les, pas infantiliser, mais les forcer à faire. Tu leur as dit, voilà les impacts de ce que si vous ne faites pas, voilà ce que ça va, où ça va bloquer. Et c'est eux-mêmes derrière qui ont dû se rendre compte de l'intérêt de leur travail, d'où la vision, l'importance d'une vision claire, d'où on veut aller et partagée par tous. Ou plutôt leur permettre de s'exprimer. Moi, et de dire en fait ce qu'eux sont capables de faire ou pas. Tout à fait. Il y a peut-être ça aussi. Oui. Et sinon, encore une question, c'est qu'en fait, moi, j'ai pas, ou alors j'ai loupé quelque chose, mais j'ai pas l'impression que tu nous aies parlé des rétrospectives. Et ça m'intrigue. C'est quoi la question exactement? Est-ce que tu as parlé des rétrospectives dans ta présentation, en termes d'outils pour ton accompagnement? Je sais pas. J'ai utilisé ce mot-là. J'ai utilisé le mot rétrospective à un moment, mais je ne l'ai pas écrit dans la présentation, mais effectivement, je l'ai utilisé pour faire ressortir après chaque sprint. Il y avait la rétro pour faire ressortir, pour voir comment la team avait vécu le sprint et voir les points d'amélioration qui étaient sur lesquels on pouvait agir de manière à pouvoir réorganiser, redonner du sens à tout ça. Donc forcément, au travers de ces rétros-là, ça me permettait d'introduire après des outils où quand on disait, tiens, je sais pas, un exemple, dernier rétro qu'on a fait. Enfin, tu veux un exemple ou sinon c'est juste pour savoir Non, en fait, c'est le rôle que ça a joué, les rétros, dans ton accompagnement. Donc, pour toi, ce que j'entends, hein, ce que je comprends, c'est que les rétros t'ont permis de voir émerger des choses qui t'ont permis après d'agir, toi. C'est ça ou je me trompe? Qui m'ont permis à moi d'agir, mais aussi à la team. D'accord, ça, c'était pas clair. Ok, et du coup, ok. Et la team, elle a agi comment, en l'occurrence? Après les rétros, ça dépendait des rétros. Il y a des rétros où ils se rendaient compte, ils n'étaient pas forcément bien organisés pour produire. Par exemple, on a fait une rétro. J'étais juste après les vacances de la Toussaint, où il y avait un certain nombre il y avait des tâches à faire. Et bien sûr, il y avait des personnes qui avaient pris quelques jours de congé à la dernière minute, où on savait qu'ils allaient prendre des congés, ils le savaient, mais ce qui fait que les tâches qu'ils pensaient pouvoir réaliser, ils n'ont pas pu les produire. Ça montrait, ils ont pu se rendre compte que si c'était mieux organisé, s'ils avaient mieux échangé, ils auraient pu prévoir et dire on a 15 jours de congé et sur ces 15 jours-là, on ne va pas faire l'intégralité de ce qui est proposé. Donc, on va plutôt renégocier, splitter, faire. Pour autant, il y avait bien un planning de disponibilité. Hein. Donc, j'avais un planning de disponibilité pour voir qui était disponible. Mais le fait qu'ils aient pris des jours qu'ils n'avaient pas prévus initialement, parce qu'ils sont arrivés, finalement, je vais peut-être prendre 2-3 jours, mais le sprint était déjà lancé. Ok. Donc, voilà. L'impression que j'ai, en fait, c'est que, tu sais, au début, tu disais le droit à l'erreur. Oui. En fait, l'impression que j'ai, c'est que tu as vachement utilisé ça, en fait. Ce qu'on apprend via l'erreur. Et là, pour ça, si c'est vraiment ça que tu as fait, c'est bravo, quoi, parce que c'est assez couillu, j'ai envie de dire. Ouais.
Enfin, c'est sûr qu'il y a des fois, il y a des erreurs. Avec l'expérience que j'ai, Ouais. je ne vais pas les laisser rentrer dans le mur. Je vais dire attention, il y a des warnings là. Hein. Et par contre, quand je sens que l'expérience est nécessaire, il faut donner un peu de liberté pour qu'ils puissent se rendre compte par eux-mêmes que voilà. Ok. Ben écoute, bravo pour ça en tout cas. Ouais. Merci Mathilde. De rien. Raphaël? Ouais, moi j'avais juste une petite question. En fait, tu décris le fait d'avoir 2 à 3 sprints d'avance pour que l'équipe ait une meilleure vision globale. Mais après, je suis pas expert en agilité, loin s'en faut. Hein. Mais justement, le principe de l'agilité, c'est pas savoir adapter à chaque sprint par rapport aux demandes du client pour recadrer les choses. Et le fait d'avoir autant de sprints d'avance, est-ce que ça vous a pas des fois mis un peu dedans parce que tout d'un coup, le stakeholder ou le RO, le PO, pardon, s'est dit tiens, mais en fait, ce serait mieux d'y aller comme ça. Bah ouais, mais comme on a 3 sprints d'avance, c'est tout refaire depuis 2 mois, 1 mois. Donc, est-ce que ce type de problématique vous est arrivé ou pas du tout? Au contraire, les sprints d'avance, ça a été une très bonne idée. Alors, avoir les sprints d'avance, l'idée, c'était de se dire, quand on va lancer du refinement, parce que c'est des cérémonies qui sont planifiées, il faut avoir matière à faire réfléchir la team. Alors, il y a des choses, les stakeholders vont définir en disant, voilà, on voudrait ça, et il y a d'autres user stories qui sont des user stories purement techniques que le stakeholder n'a pas besoin de savoir, mais cela, il faut commencer à l'organiser. Par exemple, on nous dit, dans 3 semaines, on va, ou dans 2 mois, il y aura une livraison d'une nouvelle application. Comment on commence à intégrer cette nouvelle application sur la plateforme? Ça ne concerne pas tout, en fait. C'est uniquement certaines choses qui sont prêtes. Ok, ça répond à ma question. Voilà. Super, merci beaucoup. Après, on peut poser la question aussi, s'il y avait justement un changement de sprint après, comment vous réagissiez dans l'équipe? S'il y avait un changement, c'était le PO qui disait finalement, et du coup c'était très intéressant parce que du coup, comme chaque user story était clairement refiné et on connaissait le contenu, donc le PO pouvait très bien dire, ça, même si on ne le fait pas, mais en tout cas on l'a déjà travaillé dessus, on n'a pas besoin de se prendre la tête à savoir comment on va l'organiser, parce qu'on on le connaît, la demande elle est claire, elle est pesée, machin. Il y a une nouvelle demande qui arrive. Cette nouvelle demande, si on peut l'insérer dans un sprint, dans le prochain sprint, on le fait. Si on ne peut pas, c'est au PO de le négocier avec le stakeholder pour lui expliquer, c'est pas pour ce sprint-là, mais ce sera pour après. Parce que c'est aussi sa responsabilité en tant que product owner dans le framework, il a le dernier mot pour dire est-ce qu'il met ou pas ce truc-là dans son sprint. C'est lui qui décide. Il y a des choses qui vous ont surprise peut-être par rapport au rôle du Scrum Master? C'est Audrey qui parle. C'est toujours intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un d'autre, de voir une autre expérience que la sienne, de voir que le framework, ça fonctionne. C'est pas un seul truc, mais voilà. Et ça t'a donné des idées pour prendre des choses, pour adapter des choses dans ta propre équipe? Oui, et il va falloir que j'aille voir Thierry demain, récupérer les idées. Je vous remercie beaucoup d'avoir passé 7h15 avec nous pendant un dimanche. Encore une fois, je le précise. Merci beaucoup pour votre temps et bonne fin de dimanche. Merci à vous tous pour votre présence. Merci Thierry. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.